ponctuelles, TPE, PME. Et la particularité que j'ai, c'est que je travaille également dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans ce que j'appelle les sociétés de la nouvelle économie, donc sociétés à mission et éventuellement les labels Bicorp, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et je travaille notamment avec un collectif qui s'appelle le collectif Impact Lawyers, et donc qui est un collectif d'avocats engagés dans ces secteurs-là, donc société à mission, économie sociale et solidaire, et on essaye d'aider les porteurs de projets à mener à bien les projets qu'ils ont qui ont un impact social ou environnemental fort et qui s'inscrivent donc dans la transition écologique et la transition actuelle. Voilà. Merci Edith. Olivier Bon. Oui, alors bonjour. Donc, pas de coïncidence, je suis bien le frère d'Edith Bon, qui m'a proposé de venir puisque moi je suis donc entrepreneur et donc hôtelier. J'ai un groupe qui s'appelle Expérimental, qui a une quinzaine d'établissements dans 6 pays, principalement des hôtels, mais aussi des restaurants et des bars à vin et des bars à cocktails. On emploie entre 400 et jusqu'à 600 personnes pendant la haute saison. Et on a depuis quelques temps, on a un peu accéléré les choses avec le Covid, plus parce qu'on avait un peu plus de temps, mais ça fait depuis quelques temps qu'on regarde à orienter notre entreprise vers quelque chose de plus durable et d'être un peu plus responsable. Et on est vraiment dans les prémices de la réflexion et de savoir vers quel type de label, vers quel type de normes, vers quel type de certification il faut aller. Voilà. Merci Olivier. Hortense Lacroix. Bonjour, donc moi je représente un des trois gérants de fonds Action Côté. Je suis chez Financière Arbevel depuis 2 ans et demi. Je suis co-responsable de la gestion collective et je gère le fonds Pluvalca Sustainable Opportunities. J'ai 25 ans de marché, 20 ans de fonds cotés et je suis sur les problématiques d'ISR depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Et voilà, ce sera intéressant de parler des stratégies de labellisation ou non et d'orientation des fonds. Merci Hortense. Aurélie Baudouin. Bonsoir à tous, je suis donc Aurélie Baudouin, directrice de la recherche en investissement socialement responsable chez Mesker Asset Management, qui est une société de gestion familiale qui, on pourra y revenir, mais a créé le premier fonds ISR en 1983. Ça fait 14 ans que je travaille dans cette société, toujours dans la thématique d'investissement socialement responsable. Merci Aurélie. Et Guillaume Gandry. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Moi, je travaille chez Atimis Gestion. Je suis le gérant du fonds Atimis Better Life depuis 2 ans et demi. J'ai travaillé précédemment dans une société spécialisée dans l'ISR pendant 3 ans. Voilà, donc un peu plus de 5 ans d'expérience dans l'ISR. Je structure l'approche ESG de Atimis Gestion et plus précisément sur le fonds Atimis Better Life que je gère. Merci Guillaume. Moi, si j'ai choisi ce thème ce soir, c'était le fruit d'une discussion avec Edith il y a peu de temps sur ces thématiques-là, en réalisant que l'un et l'autre, on avait des interactions dans ce domaine-là. Et je dois dire que nous, au sein du cabinet et de manière plus générale, depuis maintenant depuis plus de 5 ans, depuis presque 10 ans, on voit un attrait de plus en plus évident pour l'investissement socialement responsable. Et je trouvais intéressant de pouvoir l'aborder ce soir avec vous et d'inviter donc les intervenants que vous venez de découvrir. Si je veux introduire le sujet, qu'est-ce que l'ISR, et puis je laisserai mes invités développer et préciser. Mais aujourd'hui, l'ISR permet d'investir dans des valeurs, dans des entreprises, prenant en compte des critères qui sont sociaux, favorables à la société en règle générale, au développement de la société en général. On va voir avec Edith tout à l'heure quels vont être les différents labels, les différentes appellations et plus précisément comment ça s'organise. En tout cas, c'est cette orientation-là, c'est l'orientation que les clients que vous êtes aujourd'hui et que les épargnants de manière générale, pour lesquels les épargnants nous sollicitent aujourd'hui,
Et je trouvais ça intéressant d'approfondir la question et de voir comment réellement ça s'organisait. Donc, on va voir ça en deux grandes parties. D'abord, on va planter le cadre, hein, quel est réellement le dispositif, quels sont plus particulièrement ces labels, et comment les sociétés de gestion ont intégré la démarche ISR dans leurs activités. Et puis, dans un deuxième temps, on verra plus particulièrement quels sont les critères précis et quels seront les choix de nos gérants pour leur fonds et pour entrer dans cette démarche. Donc, je vais demander d'abord à Edith Bon de s'exprimer, de nous présenter un petit peu le cadre et des labels et de la démarche. Alors, merci Aymeric à nouveau. Alors moi, je vais vous faire une présentation sur le plan du droit des sociétés. Donc, ce qui concerne l'investissement et les critères des investissements n'est pas forcément mon sujet, mais bien entendu, ce sera traité ultérieurement. En fait, il y a des sociétés qui ont été créées récemment, un peu moins récemment, mais en tout cas qui ont quelques années, qui s'inscrivent dans ce que j'appelle la nouvelle économie. Donc, c'est des sociétés de la nouvelle économie qui sont un peu comme des systèmes hybrides entre la société commerciale et l'association ou la fondation. Donc, au lieu de rester dans ces oppositions, on a essayé de faire un système qui pouvait combiner les deux. Donc, il y a trois cas de figure que je vais vous décrire. Et après, je vous dirai un peu ce que j'en pense, parce que le fait que je vous le décrive, vous savez lire, donc vous pouvez aussi regarder ce que c'est. Mais c'était intéressant de faire une petite présentation et de faire les contours de ces cas de figure. Donc, d'abord, vous avez les sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc qui sont un certain nombre d'entreprises donc avec une vocation sociale et solidaire. Et il y a des critères, donc ça peut être n'importe quel type de société, donc ça peut être aussi une société commerciale classique, SAS, SARL, mais avec une mention de l'ESS. Et afin d'avoir cette mention, il faut donc avoir une utilité sociale, donc ça va être inscrit dans les statuts de la société, hein, c'est pas théorique, c'est tout à fait pratique. Et il y a un certain nombre de critères, comme par exemple une gouvernance un peu plus participative et un peu plus démocratique, par le biais notamment d'un comité de suivi de l'économie sociale et solidaire, qui va là aussi être directement intégré dans les statuts de la société. Donc, ce n'est pas le cas dans les sociétés classiques. Alors, ça reste un comité consultatif, ça n'empêche pas du tout le dirigeant de gérer sa société comme il l'entend, mais le comité de suivi doit quand même faire un rapport chaque année avec l'Assemblée générale annuelle sur le suivi et le respect en fait, des principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est quand même un élément différenciant par rapport à une société classique. Il y a également une obligation en fait, de conserver 50% des dividendes. Donc, ça, c'est quand même un critère économique qui est important, qui peut bloquer certaines personnes. Mais c'est réel, donc on ne peut pas distribuer plus de 50% des dividendes. Et c'est affecté à un fonds, voilà, c'est une réserve qui doit rester dans la société. Donc ça aussi, c'est un élément différenciant. Il y a également des critères par rapport au salaire. Donc, il y a une proportion qui doit rester, qui doit pas rester trop grande entre le plus petit salaire et le salaire le plus élevé. Donc, c'est des éléments comme ça qui sont un peu hybrides. Ce qui est bien pour moi concernant ces sociétés, c'est que c'est tout un écosystème. Tout un écosystème de l'économie sociale et solidaire. Vous avez différents types de sociétés, des sociétés coopératives, des SCOP, et c'est assez développé maintenant. Donc, on a vraiment des fonds qui peuvent s'occuper de ça. Donc, pas forcément des fonds comme les vôtres ce soir, parce que c'est plus des entreprises du CAC 40, mais ça va être des fonds à impact. Enfin, il y a beaucoup de banques, ces sociétés sont assez entourées, et donc finalement, ça fonctionne quand même assez bien. L'inconvénient, c'est que c'est un tout petit peu exclusif et souvent on n'a pas les sociétés classiques et le secteur classique n'a pas forcément entendu parler du secteur de l'économie sociale et solidaire, bien que maintenant ce soit assez connu, mais il y a encore 1 ou 2 ans on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc ça c'est le système le plus ancré en fait de ces sociétés hybrides.
Les deuxièmes types de sociétés donc, sont les sociétés à mission, donc, qui sont aussi issues de la loi Pacte et qui sont une création récente. Donc là, c'est un peu moins tourné vers le social. C'est en fait des sociétés qui doivent avoir une raison d'être. Donc, de la même manière que les sociétés précédentes, ça doit être inscrit dans les statuts de la société. Et on est réellement obligé de trouver une raison d'être, c'est-à-dire en fait un but poursuivi. Cette raison d'être, en fait, se distingue de l'activité commerciale de la société. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir une société dont l'activité commerciale est le conseil aux entreprises, mais on conseille les entreprises uniquement dans le but d'avoir un impact social et environnemental, c'est-à-dire on va les conseiller que si le conseil les aide à progresser dans la transition écologique ou par exemple, je sais pas, la réduction des déchets, ou etc., pour voilà, respecter ces objectifs sociétaux et environnementaux. On peut cumuler les deux ou avoir l'un ou l'autre. Donc, si vous voulez, c'est plus large que le secteur de l'économie sociale et solidaire, même si c'est bien entendu la même idée. Donc ça, c'est un autre type de société. L'avantage, c'est que c'est plus souple. Donc ça permet vraiment d'élaborer une raison d'être avec un préambule dans les statuts et des choses assez précises, mais aussi assez larges. Ça doit être certifié par un organisme tiers indépendant, c'est-à-dire que vous allez aussi avoir un comité de suivi par rapport à ces objectifs, les objectifs en fait que la société s'est fixés dans sa raison d'être. Donc de la même manière, une fois par an, il faudra faire un petit suivi sur est-ce que ces objectifs ont été réalisés, de quelle manière, est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer ces objectifs, comment. Donc c'est un petit peu contraignant, mais en même temps ça atteste de la réalité de la société à mission. Après, donc ça doit être, il faut quand même faire attention parce que ces organismes tiers indépendants, si on ne respecte pas les critères, enfin les objectifs poursuivis, ils peuvent éventuellement retirer le statut de société à mission. Donc là, pour le coup, si ça arrive, c'est pas terrible. Donc il y a quand même une réalité là-dedans aussi. L'inconvénient de la société à mission, c'est que c'est assez nouveau et que donc c'est pas encore ancré comme les sociétés de l'économie sociale et solidaire. Donc à la fois vous avez pas mal de marge de manœuvre et d'une autre manière c'est pas tout à fait défini. Donc on se pose encore plein de questions sur comment on réalise ces objectifs puisqu'au départ ils sont quand même déclaratifs. Quel va être le degré en fait de réalisation? On n'a pas vraiment de cahier des charges extrêmement précis à l'heure actuelle sur le respect ou non de ces objectifs sociaux et environnementaux qu'on établit soi-même. Donc ça, c'est un des inconvénients de la société à mission. Ensuite, on a des possibilités d'avoir des labels, donc comme le label B Corp, donc ça vient de Benefit Corporation et c'est américain. Donc là, c'est pas tout à fait la même démarche, c'est-à-dire que ça va être l'obtention d'un label sur une société qui va être déjà existante ou en tout cas à la création, on va essayer d'obtenir ce label. Donc là, pareil, ça peut être tout type de société, mais on le définit pas forcément dans les statuts. Enfin, il y a des mentions obligatoires, bien sûr, pour pouvoir obtenir ce label. Mais en revanche, ça va être quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus établi et un cahier des charges extrêmement précis. Donc, en fait, ce cahier des charges va vraiment des aspects sociaux aux aspects environnementaux, mais de manière extrêmement précise avec en fait un questionnaire que vous allez remplir, que la société qui souhaite avoir ce label, obtenir ce label va remplir. Et vous avez un score, c'est un questionnaire qui est quand même extrêmement long. Et donc, d'une part, vous avez le questionnaire à remplir pour voir à quel niveau d'exigence vous êtes. Et puis, si jamais le score est assez bas, ce qui peut arriver, vous devez aussi vous faire une espèce de mise en conformité pour obtenir un score meilleur. Donc, l'avantage, c'est que en l'espèce, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Donc, ça va de la réduction des déchets à des éléments sociaux, comme par exemple la qualité, le bien-être au travail, la diversité, l'égalité homme-femme. Voilà, c'est extrêmement précis. Même au niveau environnemental, il va falloir mettre en place des indicateurs de performance environnementale. Donc, c'est quand même quelque chose de très précis, mais donc aussi forcément d'extrêmement lourd. Donc, ce n'est pas une démarche qu'on peut entamer comme ça. Il va falloir avoir un interlocuteur pour faire cette démarche et pour se mettre en conformité si on souhaite le faire, au départ ou en cours de vie de la société. Donc, c'est vraiment une démarche qui peut prendre 1 an. C'est aussi une démarche payante. C'est quand même un certain coût en termes d'investissement financier, en termes
de temps pour la société. Donc, ce n'est pas très, très facile à obtenir. Donc bon, voilà, l'avantage, c'est que c'est vrai que c'est un critère et je pense un gage de qualité, alors typiquement pour certains investisseurs, donc ce sera peut-être un sujet qu'on abordera ultérieurement. En revanche, c'est aussi un peu exclusif puisque toutes les sociétés ne peuvent pas se le permettre, puisqu'effectivement, donc ça peut être coûteux et lourd. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place et qui n'est pas toujours adapté à tous les types de sociétés. Donc pour conclure et pour balayer un peu tout ce que j'ai dit, enfin ce que je voudrais ajouter, parce que c'est ce que je pense, c'est que donc je trouve ça très bien en fait qu'il y ait des nouvelles formes de sociétés comme ça, c'est un bon signe et ça supprime l'opposition entre les sociétés à but lucratif et les organismes à but non lucratif et les oppositions qu'il y a toujours eu entre les associations et le capitalisme entre guillemets. Donc c'est très bien que ça existe. Cela dit, il faut toujours se poser la question, et moi je le fais dans le cadre de mon travail avec mes clients, soit qui veulent déjà faire cette démarche en créant leur société ou qui veulent la faire alors que leur société existe déjà. C'est est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce que typiquement le fait d'avoir un label va leur apporter quelque chose? Encore une fois, ça dépend des secteurs. Il y a des sociétés qui en ont besoin, d'autres qui ne vont pas du tout en avoir besoin. Et bien entendu, je pense que tout le monde l'aura compris ici, vous n'avez pas du tout besoin, si vous voulez faire des choses qui vous paraissent importantes pour vous pour pouvoir avoir un impact environnemental ou social, vous pouvez tout à fait faire des choses indépendamment d'un label. Donc, si vous avez décidé de reverser, je ne sais pas moi, 10% de vos bénéfices à une association caritative pour, je sais pas, les enfants malades, etc., vous n'avez pas du tout besoin d'un label pour faire ça et pour autant, ça peut être très efficace. Vous pouvez décider ou pas de communiquer là-dessus, mais ça vous regarde. Et si vous avez une démarche réelle par rapport à ça, voilà, vous n'avez pas besoin du tout d'avoir un label. Bon, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment de plein de paramètres. Et de la même manière, c'est un peu comme le label bio pour les agriculteurs. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Et pour autant, elles peuvent faire des choses très bien, avoir d'excellentes pratiques en interne et en externe. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et pour conclure dans ma conclusion, je pense néanmoins que le fait que ces sociétés existent est un bon signe et que le fait que des labels tels que le label B Corp existent et que les gens aient envie finalement d'obtenir ce genre de label est aussi un bon signe qu'on donne de manière globale à la société parce que ça signifie que les gens ont pris conscience quand même qu'on n'était plus dans ce dualisme et que les sociétés en fait doivent avoir une responsabilité. Donc on rejoint le grand concept de la RSE. Tous les acteurs, à titre individuel et à titre collectif, et même les sociétés qui ont pour but de faire du profit, doivent le faire dans une certaine mesure en intégrant en fait la réalité de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être responsable les uns des autres. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci Edith. Avec plaisir. On va donner la parole à Olivier pour qu'il nous éclaire aussi sur la démarche de l'entrepreneur et pourquoi l'entrepreneur se pose ces questions-là et quelles sont ses motivations pour rejoindre ce type de démarche. Génial. Donc moi, effectivement, je suis un peu le cas plus concret. D'abord, nous, dans notre entreprise, c'est plutôt une démarche personnelle. On considère que l'hôtellerie a beaucoup évolué ces dernières années et que c'est beaucoup amélioré et que la suite logique de tout ça est d'être un peu plus responsable. Alors, c'est un secteur qui est assez difficilement définissable pour les investisseurs parce qu'il y a de tout. On a du resort, pas chez nous, mais il y a des resorts de 2000 chambres au milieu d'une île qui sont hyper polluants, avec des gens qui travaillent avec des salaires bas, etc. Donc, qui sont pas forcément, qui sont très impactants. Puis après, il y a des écologes où les gens dorment dans des tentes, évidemment beaucoup moins impactants. Alors, il y a un peu de tout. Maintenant, c'est vrai que quand on
on s'aperçoit, notamment dans les grandes villes comme Paris ou Londres, où les hôteliers ont envie d'aller un peu plus loin, ils ont envie de faire les choses bien et ils se posent les questions à savoir comment le faire. L'hôtellerie, c'est un secteur qui a toujours été très attractif. Alors, ça l'est malheureusement un peu moins ces derniers mois. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent investir. On a eu même nous, depuis ces 10 dernières années, on a eu la chance de travailler avec des fonds, de travailler avec des family office, de travailler avec des banques. C'est plutôt un investissement bon père de famille. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, d'abord, nous, la démarche est plutôt d'abord pour nous, puis ensuite, c'est pour les clients de se dire, quand ils seront dans le futur, les gens vont sûrement choisir les destinations et leurs voyages en fonction des hôtels qui seront un peu plus responsables que les autres. Donc d'abord, c'est vraiment, pour nous, c'est ça qui est important. Et puis on se dit, la prochaine étape, c'est plaire aux investisseurs et comment mettre ça en place, c'est-à-dire si on fait les choses bien, dans quelle direction aller. Est-ce qu'on se dirige vers comme disait précédemment ma sœur, est-ce qu'on se dirige vers des labels écologiques? Est-ce qu'on se dirige vers une B Corporation? Est-ce qu'on doit changer des statuts? Moi, j'ai commencé à regarder, par exemple, la société à mission. C'est extrêmement lourd pour une entreprise comme la nôtre, par exemple. Alors, est-ce que c'est un intérêt? Comment est-ce qu'on pourrait être, en plus de tout ça, c'est-à-dire vraiment de s'orienter vers une démarche plus responsable, plaire à des investisseurs et rassurer les gens qui vont mettre de l'argent chez nous. Nous, d'expérience, on a eu, comme je vous disais, par exemple en ce moment, on a BPI qui est notre partenaire. BPI, ils sont extrêmement sensibles à ce genre de problématiques. Quand on leur dit qu'on va faire les choses bien, qu'on est en train de réfléchir à des labels ou diverses certifications, ils sont ravis. Maintenant, c'est pas une des raisons, comment dire, c'est pas un élément qui a défini leur choix d'investir chez nous. Mais par contre, ils ont vraiment envie que ça se passe bien pour le futur. Donc, je pense qu'ils sont hyper sensibles à ça. Mais on a le sentiment que pour nos investisseurs, c'est encore vraiment que le début. Et je pense qu'aussi, pour nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense que voilà, il faut se dire dans quelle direction aller pour qu'on soit, dans les années qui arrivent, plus séduisant pour les investisseurs et évidemment de manière plus en toute objectivité et en faisant les choses bien, comment est-ce qu'on peut valoriser ça pour les gens qui ont envie de mettre de l'argent dans l'hôtellerie. Merci Olivier. On va poser la question maintenant à nos gérants pour voir comment ils ont entrepris cette démarche dans le cadre de la société de gestion et quels critères, enfin ça vous me direz après, mais quels critères vous permettent de sélectionner ce genre d'entreprise. Alors, merci Olivier pour ce témoignage très intéressant. Donc effectivement, nous on a de la chance, j'ai la chance depuis 25 ans de faire ce métier passionnant qui est d'écouter les gens comme Olivier et d'essayer vraiment pour chaque entreprise de comprendre les enjeux, de comprendre les limitations en termes de moyens selon les sociétés, selon le secteur d'activité, selon la taille, le nombre de salariés. Et donc c'est là-dessus que je voudrais commencer mon propos. Donc chez Financière Arbevel, on est avant tout spécialisé sur les valeurs qui, à l'échelle de la bourse, ça reste des grosses sociétés, mais à l'échelle de la bourse, sont des plus petites sociétés qui se caractérisent par leur diversité et le fait qu'elles soient toutes situées un petit peu sur des niches, donc peut-être moins sectorisables que des grosses sociétés. Et donc, quand on a voulu mettre en place notre démarche ISR, on a voulu partir de ça et du fait que ce sont des sociétés dont on est très proche, puisqu'on a des analystes et des gérants qui rencontrent très fréquemment ces sociétés. Une grosse partie des actifs restent investis sur la France encore. Et donc, on a voulu, c'était la priorité, c'était partir de la très bonne connaissance de la société pour demander au gérant lui-même de mieux comprendre les enjeux et de mieux comprendre si la façon que la société a de les adresser nous paraît satisfaisante ou non. Donc, la priorité pour nous, c'était ne pas acheter de base de données, c'était ne pas spécialiser d'équipes en dehors de la gestion, mais former les gérants de façon à ce que ce soit une approche qui soit le plus intégrée possible à la démarche financière, d'apprendre à écarter un petit peu le spectre de ce qui était regardé dans chaque société, mais que ce soit une seule et même personne qui fasse un 360 finance et extra-financier. Donc, pour faire ça, on a mis en place un modèle de notation interne
qui évidemment reprend, qui malgré tout est standard, mais sur lequel on se permet en fait des jugements qui soient un petit peu plus nuancés peut-être que des sociétés de rating qui connaissent moins bien, qui sont moins proches des sociétés, sur effectivement une appréciation, une compréhension des différents enjeux. Donc, ce modèle est en place depuis maintenant 2 ans. Chaque année, il est renouvelé et ça permet d'alimenter un débat extrêmement riche avec les sociétés sur ces sujets-là. Donc, typiquement, si on avait la chaîne d'hôtellerie d'Olivier dans nos portefeuilles, on serait amené à chaque année, chaque fois qu'on le rencontre plutôt, donc en général tous les trimestres, lui demander des nouvelles de est-ce que finalement il va vers une société à mission ou non, bien comprendre pourquoi, bien comprendre quelles sont les limites, est-ce que oui ou non ça a un effet commercial. Donc toutes ces choses-là sont un petit peu encapsulées dans notre modèle, mais on cherche au maximum à éviter la démarche quantitative de ranking de société, puisque vous l'aurez compris dans mon propos, on a l'impression que chaque société a un cheminement qui est assez unique sur sa façon de vouloir avoir un impact social positif. Et donc, on essaie au maximum d'éviter l'industrialisation de la démarche et le box ticking oui, non, oui, non, oui, non. Malheureusement, et c'est la deuxième partie de mon propos, il y a l'AMF nous impose en fait une doctrine sur l'ISR qui va dans le sens du label ISR, donc qui consiste à comparer la notation des sociétés dans le fond à la notation moyenne de l'univers, ce qui suppose d'avoir noté tout l'univers. Et effectivement, les sociétés de gestion de la taille de Financière Arbevel peuvent difficilement noter des milliers de sociétés. Donc, la façon dont on a organisé la démarche, ce sera de dire on va effectivement aller vers la labellisation d'une grande majorité des fonds, parce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une demande commerciale qu'on peut tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas l'achèvement d'un processus, la labellisation ISR des fonds. C'est une sorte de vérification quantitative qui nous oblige à éliminer de notre univers un certain nombre de sociétés qui sont peut-être moins bien scorées sur le plan ESG. Donc, quelque part, c'est une maîtrise du risque avec une sélection négative de ces sociétés. Mais on va au-delà de ça en continuant à alimenter notre modèle interne pour accompagner les sociétés et essayer d'évoluer, de voir un petit peu l'évolution de chacune des sociétés d'année en année et garder ce dialogue qui mélange les aspects financiers et les aspects extra-financiers parce qu'on voudrait vraiment intégrer ces deux choses. Donc oui, une labellisation, mais on aimerait aller au-delà de la labellisation avec un fonds thématique sur lequel on reviendra et puis ce modèle de notation interne qui va vers une démarche un peu d'engagement. Merci Hortense. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous donner la vision de Mescart sur le sujet, sachant que, je ne me trompe pas, Mescart a une démarche assez ancienne et qui date d'avant la labellisation de l'ISR. Oui, bien avant l'émergence du label ISR. Le label ISR a été créé en 2016, donc il est encore assez récent. Notre démarche ISR a commencé dans les années 80. Et à la base, on pourra revenir effectivement sur les leviers ou les moteurs qui ont créé l'ISR. On a évoqué certains, et notamment la demande de clients. En l'occurrence, dans les années 80, c'est suite à des demandes de clients très engagés, notamment des congrégations religieuses, des associations, qu'on a mis en place un premier fonds qui commençait à intégrer, alors on ne parlait pas d'ISR ou de critères ESG, environnement, social et gouvernance, parce que ça n'existait pas encore, mais l'idée déjà de choisir de ne pas investir dans certains secteurs d'activité considérés comme trop controversés, et puis sur les autres secteurs d'activité, de se dire que l'objectif, la philosophie à cette époque déjà, c'était de repositionner l'être humain au cœur du projet de l'entreprise. Et donc d'aller rencontrer les entreprises pour comprendre leurs projets et la place qu'elles faisaient à l'homme, à l'être humain, au sein de l'entreprise. Et progressivement, c'est vrai que c'est une activité qui s'est véritablement professionnalisée avec l'émergence, on évoquait des agences de notation sociale, qui sont pour nous des outils parmi d'autres qui sont très précieux puisque ça permet d'avoir une multitude d'informations sur les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une évaluation d'entreprise par ces agences, c'est entre 50 et 70 pages par entreprise. Et alors pour nous, c'est une matière première très importante parce que par rapport à notre propre positionnement, c'est vrai qu'on a des fonds très larges. On est aussi bien investi sur des grosses capitalisations boursières que sur des plus petites, et parfois des sociétés qui viennent d'entrer en bourse, donc c'est assez étendu. Et puis on est aussi bien en France, mais aussi beaucoup en Europe, et pour certains fonds qui sont ISR chez nous, au niveau américain et des fonds mondiaux. Donc on a besoin d'une matière première de départ
on est une équipe de 3 personnes exclusivement dédiées à la recherche ISR, à l'évaluation de ces entreprises. Et pour mettre en place cette démarche, qui est aussi assez qualitative à la base, on a besoin de matières premières qui sont issues de ces agences de notation sociale avec lesquelles nous travaillons, mais aussi des documents qui sont publiés par les entreprises, des rencontres que l'on a avec ces entreprises. Et puis aussi, il y a beaucoup de matières intéressantes, d'études, de rapports publiés par des organismes internationaux, des associations, des ONG. Et c'est au travers de toutes ces informations qu'on peut se forger notre propre opinion, avec l'idée d'avoir une grille d'évaluation qui soit spécifique secteur par secteur pour pouvoir comparer ce qui est comparable et surtout identifier les enjeux spécifiques liés à chaque secteur d'activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, donc c'est un enjeu aujourd'hui très important, qui va être d'autant plus important quand on est sur des secteurs carbo-intensifs, qui émettent beaucoup de CO2. Donc ça fait partie des thématiques qu'on peut regarder, qui ont émergé là aussi au fur et à mesure, parce que dans les années 80, l'environnement n'était pas l'enjeu saillant évidemment, donc ça a émergé au fur et à mesure des années. Et ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on voit que l'ISR n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, il y a des critères qui évoluent au fur et à mesure en fonction des sensibilités, des actualités. L'environnement a pris une place importante, d'abord avec le CO2 depuis les accords de Paris, on voit aussi de plus en plus de demandes liées à la préservation du capital naturel, de la biodiversité. Donc pour nous c'est un enjeu qu'on commence aussi à intégrer au fur et à mesure dans les évaluations d'entreprise. Tout ce qui relève aussi des matières premières. On voit aussi qu'au fur et à mesure, des thématiques sociales différentes émergent. On parle de plus en plus d'inégalité sociale, de partage de la valeur ou de transition juste, qui intègre aussi bien l'environnement que les êtres humains, et notamment la préservation des emplois. Et c'est ça qu'on va regarder aussi, et notamment la responsabilité des entreprises au travers de tout l'impact qu'elle peut avoir, et notamment en amont sur sa chaîne d'approvisionnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision 360 degrés de l'entreprise qui part de l'extraction éventuelle des matières premières jusqu'aux bénéfices apportés par son offre de biens ou des services au niveau de ses clients. Et c'est ça qui est intéressant, ça permet effectivement d'avoir une vision un peu différente de l'entreprise, aussi bien en termes de gestion de risques et opportunités, parce qu'il y a des opportunités qui sont créées au travers de cette transition énergétique notamment, de nouveaux marchés qui se créent, et ça c'est intéressant. Il y a des moteurs réglementaires qui apportent aussi des intérêts en termes de nouvelles solutions qui sont apportées par des entreprises. Et c'est cette diversité qui est intéressante de regarder en interaction directe avec les gérants. Donc, on a effectivement une équipe d'analyse CSR en interne, mais on est complètement associé aux gérants. Souvent, quand on va rencontrer les entreprises, c'est en binôme pour pouvoir avoir cette vision globale de l'entreprise. En ce qui concerne le label ISR, bon, pour nous, c'est un sujet qu'on a vu émerger au fur et à mesure. C'est vrai que c'était important à un moment donné de pouvoir apporter une forme de garantie. On voyait que l'ISR, comme rien n'est véritablement précis, il y a beaucoup de typologies d'ISR qui émergent. À un moment donné, il faut avoir une sorte de plus petit dénominateur commun. Et c'est aussi l'objectif du label ISR, d'apporter ce minimum de garantie pour le client, le consommateur final, qui évidemment ne connaît pas ce sujet. On est beaucoup sur quelque chose de technique et de jargonneux. Donc, c'est aussi l'intérêt du label ISR qui est porté par le ministère de l'économie et des finances. Ce que nous, ça nous a apporté en interne, on a certains fonds qui sont labellisés, c'est déjà l'importance de pouvoir intégrer l'ISR sur tout le processus d'investissement, que ce soit aussi au niveau de la conformité, des contrôles internes. Donc ça, c'est important, c'est d'associer finalement toutes les parties prenantes de la société de gestion à l'ISR, la gouvernance aussi, comment l'ISR est porté au niveau de la direction de la société de gestion. Donc ça, c'est un élément intéressant. En termes de transparence aussi, avec la nécessité, avec l'évolution du label, de pouvoir présenter l'intégralité des investissements qui sont faits au sein d'un fonds, d'indicateurs d'impact qui essayent de présenter la valeur ajoutée sociale et environnementale d'un portefeuille par rapport à un indice de référence. C'est vrai que ça permet de faire avancer le débat qui est encore en cours. On n'est pas sur quelque chose de normalisé, mais c'est ça qui est extrêmement aussi intéressant de voir l'évolution qu'il peut y avoir. On parle beaucoup aujourd'hui d'objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y a beaucoup de grilles d'évaluation qui prennent comme référence ces ODD. Donc c'est intéressant de voir au fur et à mesure l'évolution de ce marché. Merci Aurélie. Et Guillaume, quelle est votre approche chez Atimis ? Chez Atimis, on a une approche assez pragmatique. On considère tout simplement que les entreprises qui ont un impact positif pour l'humain ou la planète, ce sont des entreprises qui vont avoir une croissance plus pérenne que les autres. De toute
toutes choses égales par ailleurs. Tout simplement parce que les parties prenantes, ils font de plus en plus attention. C'est vrai que les clients sont de plus en plus scrupuleux sur leur empreinte environnementale. Ils recherchent des produits de plus en plus vertueux pour eux et puis pour la planète. Les salariés cherchent de plus en plus à être en accord avec la culture d'entreprise des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Les actionnaires, de gré ou de force, ils sont obligés progressivement de s'intéresser aux aspects extra-financiers des entreprises. Donc finalement, face à ces exigences, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'évoluer parce que pour l'ensemble de ces parties prenantes, elles représentent une offre parmi d'autres sur un marché concurrentiel. Et donc, si ces parties prenantes ne se sentent pas prises en compte par l'entreprise, si elles ne se retrouvent pas dans les valeurs de l'entreprise, eh bien, elles risquent d'aller à la concurrence et puis tout simplement de fragiliser l'entreprise. Donc, c'est une approche purement pragmatique qui revient à l'essence de ce qu'est l'ISR. Donc, on pratique une exclusion sectorielle marquée, donc le secteur du pétrole, du charbon, de l'alcool, du tabac, des armes, des jeux d'argent. Ces secteurs-là sont exclus. Même les banques sont exclues empiriquement, puisque c'est difficile d'avoir une vision très, très exhaustive de leur impact extra-financier. Donc voilà, on revient un petit peu à l'essence. C'est vrai que bon, l'histoire de la création du fonds, c'est on a voulu doter Atimis Gestion d'un centre de profit qui est destiné à faire le bien, entre guillemets, autant que possible et à notre échelle. Et à ce titre, on a 10% du fonds, du chiffre d'affaires du fonds qui est reversé à des associations. Donc voilà, c'était une logique authentique. On n'a pas visé une labellisation lors de la création de ce fonds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on y va un petit peu avec des pieds de plomb, puisque il y a certains éléments qui posent question sur ce label. On pourrait y revenir peut-être un peu plus tard, mais il y a certaines insatisfactions dans le cahier des charges qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas une démarche prioritaire pour nous. Ok. Donc, si on s'arrête juste 2 secondes sur cette labellisation, donc en effet, Atimis a fait le choix de ne pas la suivre. Par contre, nos deux autres sociétés de gestion, que ce soit Mescart ou Arbevel, vous avez le choix de labelliser. Je synthétise. Tout en connaissant les limites telles que vous les avez exposées d'ailleurs tout à l'heure. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous présenter et de nous dire comment vous sélectionnez de manière pratique les valeurs dans lesquelles vous voulez investir en fonction de vos critères et comment ça s'applique dans votre méthodologie courante. Alors, on peut peut-être faire l'inverse, d'ailleurs, Guillaume, Aurélie, Hortense. Oui, très bien. Alors, moi, comme je le disais, donc, il y a 3 filtres. Il y a un premier filtre exclusion que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, on va s'intéresser à la façon dont les entreprises traitent leurs parties prenantes. Et donc, on a créé un modèle en interne qui fait ressortir une centaine d'indicateurs extra-financiers et auxquels on affecte une notation. Et donc, les entreprises qui ressortent mal à l'issue de ce modèle, généralement, elles sont exclues d'office. Et puis, il y a un filtre impact, tout simplement, c'est-à-dire que les sociétés doivent démontrer qu'elles ont un impact positif, significatif pour l'humain ou la planète. Et donc, c'est vrai qu'on va retrouver 3 thématiques qui sont surpondérées dans le fond. La thématique de la santé, évidemment, la thématique de l'environnement, tout ce qui est énergie renouvelable, bâtiments, économie circulaire, mobilité verte. Et puis, la 3e thématique, ça va être la tech au service de l'humain. Donc là, on va retrouver des outils de télémédecine, par exemple, ou des robots d'assistance à la chirurgie. Voilà, donc c'est vraiment une approche par l'impact. C'est surtout ça qui nous intéresse. On est un petit peu déçu qu'il n'y ait pas forcément cet aspect-là dans le cahier des charges du label. C'est vrai que le cahier des charges, il s'intéresse surtout finalement au process de gestion et assez peu à l'impact. Et c'est un peu décevant. Alors c'est vrai que le label appartient au pouvoir public qui sont eux-mêmes actionnaires de sociétés comme la Française des Jeux, comme Thales qui vend par exemple des systèmes de guidage de missiles à l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est des sociétés, j'ai regardé précisément, il n'y a à peu près aucune société dans laquelle les pouvoirs publics sont investis qui serait éligible au fonds Atimis Better Life. Donc, ce n'est pas très étonnant finalement qu'on ne se retrouve pas tout à fait dans la philosophie du cahier des charges. Pour autant, ce cahier des charges, il a abouti à une situation un petit peu binaire.
Le label est de plus en plus prisé pour des raisons bien souvent commerciales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ne font pas toujours l'effort, comme vous pouvez le faire chez Chartron, de soulever le capot et de regarder vraiment précisément ce qu'il y a dans les fonds. Et donc, on arrive à une situation binaire où les fonds sont considérés ISR si jamais ils sont labellisés et inversement. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage et comme il n'est pas question que l'on se retrouve dans la mauvaise catégorie, on va finalement progressivement s'orienter vers une démarche de labellisation. Mais voilà, c'est pas du tout. On ne cherche pas une commercialisation à tout crin. On cherche surtout à rester droit dans nos bottes et fidèle à la philosophie qui a présidé à la création du fonds. Merci Guillaume. Aurélie? Oui, alors peut-être juste pour rebondir sur ce propos, et puis après j'expliquerai concrètement des exemples chez nous. Alors effectivement, pour nous, le label ISR est une première étape qu'il est importante d'avoir, en tout cas en termes de démarche. Par contre, ça n'est pas suffisant en tant que tel. Après, là où je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde sur l'interprétation du label ISR, c'est que le label ISR exige aujourd'hui dans son cahier des charges d'avoir des indicateurs d'impact. Des indicateurs d'impact sur 4 grands piliers: l'environnement, le social, la gouvernance et le respect des droits humains. Et dans sa nouvelle version qui vient de sortir fin novembre, il faut que les indicateurs d'impact, pour certains, soient mieux orientés plusieurs années consécutives par rapport à l'indice de référence. Donc il y a une notion d'impact, et d'ailleurs le comité scientifique de label ISR a publié il y a 2 ans un rapport sur cette réflexion autour des indicateurs d'impact. Par contre, c'est ça aussi l'enjeu. Je parlais des process évolutifs et itératifs, c'est que je pense que même si on faisait un tour de table dans cette conférence sur qu'est-ce que c'est que l'impact, on verrait que chacun a une vision différente de l'impact. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de normaliser dans un cahier des charges qu'est-ce que c'est qu'un fonds à impact. Donc l'enjeu, c'est plutôt de permettre aux sociétés de gestion d'être innovantes et de développer de nouveaux indicateurs et probablement, d'ici quelques années, et ce sont les recommandations du comité scientifique, de pouvoir commencer une forme de normalisation. Mais pour l'instant, c'est probablement pas suffisamment mature. On voit que le CO2, c'est un sujet qui a beaucoup évolué ces dernières années, mais même encore aujourd'hui, il y a encore des évolutions à apporter. Je parlais de la biodiversité, c'est un enjeu qui est émergent. On a besoin d'avoir une forme de normalisation en termes de conception d'indicateurs. Et c'est l'enjeu pour nous, c'est nos démarches, et je vais donner 2 exemples chez nous. On a un fonds qui s'appelle, enfin une gamme qui s'appelle Transition durable, avec un fonds action et un fonds obligataire, et qui a pour objectif d'investir dans cette transition écologique, environnementale et sociale. Donc derrière, l'enjeu, c'est d'identifier des sociétés qui soient porteuses de solutions vis-à-vis de ces problématiques de transition énergétique, et des sociétés qui ont amorcé une véritable transition. Parfois, ce sont des sociétés qui sont à la base carbo-intensives, mais qui ont fortement réduit leurs émissions de CO2 au cours des années précédentes et qui ont des objectifs drastiques d'alignement avec le scénario 1,5 degré lié aux accords de Paris. Donc là, ça nous amène à avoir toute une batterie d'indicateurs avec évidemment des exclusions, notamment du pétrole et puis du charbon. Et puis après, de pouvoir identifier les sociétés qui sont éligibles à ces différentes catégories entre transition et solution. On est là, évidemment, orienté sur cette thématique de transition énergétique environnementale. Un autre exemple, c'est le fonds MAM Human Values, où là, on est sur des thématiques sociales et sociétales au sens large. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de dépasser les murs de l'entreprise, où jusque-là, on regardait beaucoup, on a diffusé depuis 3 ans une empreinte sociale, où on présente par exemple l'accidentologie, quel est le taux de fréquence des accidents du travail des entreprises dans lesquelles on a investi, comparé à la moyenne de leur secteur d'activité. De la même façon sur l'absentéisme, la rotation des salariés, l'intégration de personnes en situation de handicap, etc. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de dépasser les murs de l'entreprise et pouvoir mettre en place des indicateurs, notamment sur ces fournisseurs que j'évoquais, ce qui est parfois extrêmement compliqué parce qu'on dépasse la proximité directe de l'entreprise, on est parfois sur des fournisseurs de rang 2, 3, 4, et c'est important de voir comment on peut mettre en place des indicateurs, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, qui permettent de prendre en compte cet impact global de l'entreprise au niveau sociétal, aussi bien du côté des fournisseurs que des salariés, mais aussi évidemment des bénéfices apportés aux clients. Je peux poser une question? Quelles sont les sources d'information et comment vous arrivez à identifier ça en fait?
Alors, les sources d'information, il y a les agences de notation sociale que j'ai évoquées. La plus connue en France, c'est Vigéo, puisqu'à la base, elle est d'origine française. Il y a eu quelques fusions depuis. Mais il y en a d'autres comme ISSECOM, Etifinance en France aussi, qui est plus spécialisée notamment sur les PME cotées en bourse. Donc, on est, nous, clients de ces différentes sources d'information ainsi que Success Analytics. Il y a les documents issus des entreprises. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des évolutions réglementaires, ne serait-ce que actuellement, mais aussi dans les prochaines années au niveau européen, qui incitent, qui obligent les entreprises à publier des indicateurs supplémentaires. Donc là, on est avec une donnée existante au fur et à mesure qui se développe. Il y a les rapports d'ONG, notamment sur la question du CO2, des accords de Paris. Il y a une batterie d'informations qui existe, qui sont extrêmement précieuses pour nous, qui comparent la trajectoire de chaque entreprise par rapport au scénario 2 degrés et 1,5 degrés. Donc ça nous donne beaucoup d'éléments. Et puis, ce qu'on est en train de développer, c'est un nouveau partenariat, justement quand je parlais des fournisseurs, où là on voit qu'on manque de données. Donc, on met en place un partenariat pour avoir une approche qui se base aussi sur une conception un peu statistique, qui permet d'identifier où sont situés géographiquement les fournisseurs des entreprises et donc d'identifier quels sont les risques sociaux, sociétaux et environnementaux particuliers associés à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à l'implémentation géographique des salariés de l'entreprise. Très bien, merci. Je voudrais juste préciser mon propos quand je disais que le label ne prenait pas en compte réellement l'impact. Effectivement, vous avez des indicateurs d'impact que vous devez présenter. Alors, vous devez en présenter 4 ou 5, si je me souviens bien, parmi les 200 peut-être indicateurs extra-financiers qui existent. Donc, c'est assez facile finalement de choisir ce qui vous arrange, entre guillemets. Et puis, ces indicateurs-là, jusqu'à récemment, ils n'étaient pas très contraignants. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des indicateurs qui étaient finalement pas très bons. L'important était de les présenter. Donc, c'est un peu ça le grief que je fais au cahier des charges du label. Hortense, Alors, sur le fonds Plus-Valka Sustainable Opportunities, on est parti d'une conviction. Après 10 ans, donc une bonne dizaine d'années dans l'ISR, il apparaît, je trouve, qu'on a un alignement incroyable entre justement les soucis de performance que tout porteur de fonds éprouve et le souci d'impact et le souci éthique qui a caractérisé l'ISR depuis son origine. On a actuellement un tel élan vers cette redéfinition d'un modèle sociétal, un modèle de capitalisme, etc. Il y a des fonds très importants qui sont investis, on le voit avec les plans de relance, les Green Deal européens qui déversent des trillions d'euros. On pense que les sociétés qui vont être capables d'apporter une solution pour justement contribuer à ce changement de société et à ce changement de modèle seront des sociétés qui non seulement auront évidemment un impact moralement positif, mais qui en plus seront surperformantes. Et donc c'est vraiment cet alignement des deux considérations qui nous paraît très intéressant. Et effectivement, on voit que ce sont toutes des sociétés qui ont des parcours boursiers assez impressionnants et on pense que c'est loin d'être fini. On a une richesse de sociétés en Europe. On a la chance, pour une fois, d'avoir l'Europe qui est vraiment locomotive dans ce changement. La tech est arrivée quand même largement par les États-Unis. On a beaucoup de mutations qui sont arrivées par d'autres continents et l'Europe arrivée un petit peu en queue de wagon. Là, on a vraiment l'écosystème d'entreprises européen qui est extrêmement riche parce que justement, l'Europe est motrice dans cette transition. Donc, le fonds essaie de décliner un petit peu cette opportunité en deux grandes thématiques. D'un côté, on a les facilitateurs, donc les sociétés qui apportent une solution qui permettent de décarboner l'économie, donc avec sa déclinaison assez classique, transport propre, efficience énergétique, énergie renouvelable, économie circulaire. Et dans une autre thématique, on a justement les apporteurs de transition sociétale avec d'autres sous-thématiques qui se déclinent. Et donc, je pense qu'à la différence, pour aider peut-être à faire Donc, c'est un fonds qui a exactement des étapes qui ont été mentionnées auparavant. Je pense qu'on est quand même assez proche sur effectivement une exclusion sectorielle très stricte, suivie d'une exclusion ISR imposée donc, par le label ISR. Et ensuite, donc, le stock picking se fait à partir de cette boussole. On recherche une société qui va contribuer à apporter quelque chose dans la transition. Alors, moi, je ne qualifie pas mon fonds d'impact parce qu'on investit sur des petites et moyennes capitalisations boursières européennes qui ont elles-mêmes du mal à chiffrer cet impact.
Elles sont souvent moins bien outillées que les grosses pour nous dire en telle année, on a permis d'éviter tant de millions de tonnes de CO2. Donc, on a du mal, nous, a fortiori, à cumuler toutes ces données pour à la fin pouvoir dire aux porteurs du fonds, regardez, avec votre investissement, vous avez contribué à éviter du CO2, à faire une transition sociale. Mais c'est une thématique extrêmement forte qu'on recherche. Et donc, on est très impressionné par la vitesse à laquelle le tissu industriel et l'innovation permet de faire quelque chose et transforme ces plans de relance en des solutions concrètes. Merci Hortense. Je regardais l'heure, il est 18h26. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre du coup vous pouvez ouvrir vos micros, vous nous poser les questions que vous souhaitez nous poser. Je ne sais pas, je peux commencer. Est-ce qu'Olivier et Edith en ont par exemple sur les propos de nos gérants? Non, moi, je n'ai pas de questions particulières. Non, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est toujours pareil. C'est soit quelque chose, enfin, d'une certaine manière, et c'est un peu la même problématique qu'on retrouve avec les sociétés, finalement. C'est pas évident enfin, on ne sait jamais, en fait, si les critères d'évaluation, enfin, les deux peuvent se défendre, en fait. Donc, je pense que ça doit dépendre de tout enfin, d'un certain, de plusieurs facteurs. Donc, mais c'était très intéressant d'avoir les deux visions. Mais moi, j'ai pas de questions. C'est un côté un peu technique, quoi, qui est. Non, moi, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est toute la partie, enfin, quand on est une entreprise française, par exemple, toute la partie sociale, à partir du moment où on est dans le droit, dans le droit du travail français, c'est des trucs qui, quand j'entends les histoires de salaire, de travail, de conditions de travail, etc., c'est extrêmement abstrait pour des entreprises françaises, parce que de toute manière, on est obligé de respecter toute cette partie-là, et donc c'est assez naturel. Effectivement, je pense que c'est encore plus large que ça, c'est tout ce qui est toutes les entreprises européennes. À moins d'être vraiment quelqu'un de malveillant, c'est très difficile de faire travailler les gens dans des conditions qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Ça, c'est un truc qui me Sans aller paraît jusque-là, il peut y ouais. avoir un climat social délétère au sein de l'entreprise. L'entreprise, tout en respectant la loi, évidemment, peut générer effectivement des tensions sociales qui peuvent se matérialiser par une rotation du personnel, par un absentéisme. Ce sont des signaux faibles qui peuvent faire ressortir des éléments qui peuvent avoir une matérialité financière par la suite. Et ce que vous disiez, Guillaume, tout à l'heure était intéressant parce que c'est vrai que quand, par exemple, on regarde le formulaire Bicorp, on s'aperçoit que il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faciles à remplir pour une entreprise française. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de critères qui sont probablement basés sur des entreprises anglo-saxonnes. Et donc, en fait, on a un peu l'impression qu'on peut effectivement orienter notre entreprise pour faire en sorte de passer le questionnaire et d'avoir une appréciation bonne sans être irréprochable, quoi. C'est un peu vrai. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir à ça. J'ai vu apparaître une question, sinon. Il y avait une réaction, non? Peut-être juste pour vérifier. Oui, alors on est tout à fait d'accord qu'il faut absolument adapter l'évaluation à l'implémentation géographique de l'entreprise en prenant en compte quand même la répartition géographique des effectifs de l'entreprise qui peut avoir son siège social en France, mais avec des pratiques différentes. Mais c'est ça qu'il faut regarder évidemment. Et puis adapter, quand on parle de protection sociale, l'enjeu évidemment se situe moins auprès des salariés qui sont basés en France que dans d'autres pays. Donc à chaque fois, l'enjeu c'est d'adapter et d'identifier. Effectivement, après, quoi qu'il arrive, dans tous les pays, il y a des enjeux particuliers. Il y a des demandes qui sont importantes à regarder au niveau social et environnemental qu'il faut adapter en fonction de la géographie, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité. Et puis, il y a l'approche en termes de risque et l'approche en termes d'opportunité. Si on le voit de façon plus positive, il y a des entreprises sur lesquelles on a super envie d'aller travailler parce qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un climat, il y a alors ça passe par parfois des avantages économiques, mais ça peut être simplement, je ne sais pas, un climat, une ambiance, une mobilisation des salariés autour d'un projet. C'est très difficile pour nous de mesurer ça. On essaie au maximum d'aller glaner des informations sur des sites tels que Glassdoor ou tout ce qu'on peut trouver en termes d'enquête. Les enquêtes que font souvent les employeurs auprès de leurs salariés sont enquêtes de satisfaction. Il y a des classements Best Place to Work. Enfin, on essaie au maximum de ne pas avoir qu'une vision risque et
Et il ne s'agit pas de prendre en faute, il s'agit vraiment d'essayer de s'orienter vers les plus stimulantes aussi en termes d'attractivité des talents, parce que c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous regardez aussi la qualité de management des dirigeants? Alors, idéalement, oui, mais c'est toujours très difficile quand on est à l'extérieur de mesurer la qualité des dirigeants. Mais au maximum, on prend toutes les informations qu'on nous donne sur le rapport social d'entreprise, et effectivement, pour essayer de voir, et plus un petit peu ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on lit sur les sites, bon, avec des pincettes, parce qu'il ne faut pas non plus prendre des réseaux sociaux comme base de la notation, mais essayer au maximum de sentir l'ambiance de l'entreprise. Et on voit bien avec la facilité à recruter, par exemple, les sociétés qui vous disent qu'elles ont énormément de difficultés à recruter. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, il y a une tension du marché de l'emploi sur ce segment-là en particulier, ou est-ce que ça reflète peut-être plus un autre souci? On essaie en fait de tirer les ficelles de tout ce qu'on nous raconte. Je vais traduire la question qu'on a reçue par écrit. Je la lis. Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci pour vos éclairages. Je suis curieux de savoir comment les représentants de fonds présents réagissent au cas Danone qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur Danone? Ou est-ce que la personne qui a posé la question veut ajouter quelque chose pour préciser? C'est vrai que la gouvernance est évidemment un élément de la qualité de l'entreprise, donc ça pose question. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va se sentir extrêmement confortable du fait de ces problèmes de gouvernance. Alors c'est vrai que l'offre de produits est plutôt de qualité, c'est l'une des rares entreprises qui est labellisée B Corp pour une partie de son activité. Donc de ce point de vue-là, c'est une entreprise qui a quand même un impact positif pour l'humain. Après, effectivement, il y a la mise en œuvre opérationnelle qui pose question et il y a probablement de meilleures idées à trouver. Mais c'est effectivement une très bonne illustration, je pense, de exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, il est tout à fait possible pour une société d'aller rechercher un maximum de labels et d'aller cocher toutes les cases, en dépit du fait que ça ne se passe pas forcément bien à l'intérieur, quoi. Et donc, c'est un petit peu aussi ce que nous, on dit. Nos fonds peuvent être aussi labellisés sans forcément… Enfin, il y a cocher les cases pour faire partie des cadres que Edith nous détaillait au départ. Et puis, il y a l'esprit effectivement réel avec lequel c'est fait. Et c'est là que je pense que le travail du gérant est très important pour aller essayer autant que possible d'aller chercher au-delà simplement des signes extérieurs. Ouais. Mmh. La problématique qu'on a, c'est que vous avez, dans les éléments que l'on évalue, des éléments extrêmement quantitatifs parfois, mais il y a aussi beaucoup de qualitatifs. Et l'enjeu, c'est de voir comment intégrer ces éléments-là. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'on a beaucoup de données qui, par définition, sont passées. Si on prend aujourd'hui, au mieux, on aura un rapport qui parle de l'année 2019. Si on ne va pas rencontrer l'entreprise, imaginez, et surtout cette année, c'est un cas assez emblématique, de se baser uniquement sur des données qui ont été agrégées fin 2019, on perd beaucoup d'éléments. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas simplement regarder dans le rétroviseur et de voir comment on peut avoir des éléments qui sont un peu plus prospectifs. C'est l'enjeu pour nous. Et ça dépend aussi de la qualité managériale, à la fois des objectifs qui sont présentés par l'entreprise, mais qui pilote le navire et qui potentiellement va implémenter ces objectifs, avec quels moyens. Donc ça, c'est un élément fondamental à essayer d'évaluer. Et puis après, ce qu'il faut voir aussi, et je pense que c'est le cas évidemment dans toutes nos maisons, c'est qu'il y a des outils aussi qui nous permettent de faire avancer notre périmètre éligible en fonction de controverses. Donc à chaque fois, il faut voir qu'on a systématiquement des périmètres qui existent dans lesquels les gérants peuvent investir. Après, il est important aussi d'être très réactif quand il y a une controverse qui surgit, parce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas anticiper. On a pu le voir aussi dans le passé, des problématiques de corruption qu'on n'a pas pu identifier. Là, il faut être, ou d'amendes qui apparaissent parce qu'il y a une activité qui est assez controversée dans certains pays. Dans ces cas-là, il est extrêmement important de pouvoir être réactif, d'avoir cette information le plus tôt possible et de pouvoir l'évaluer pour savoir si on souhaite conserver l'entreprise dans un portefeuille, par exemple, ou la controverse nécessite de sortir directement l'entreprise du portefeuille.
J'ai, avant de conclure, et sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent, j'ai une question qui est couramment posée, que j'ai envie de vous poser ici. C'est est-ce qu'investissement vertueux rime toujours avec investissement rentable? Plus que jamais, je crois. Comme ça a été évoqué tout à l'heure très bien par Hortense, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un alignement des planètes qui est très favorable aux entreprises qui extériorisent une vertu, qu'elle soit environnementale ou sociale. C'est vrai que c'est des entreprises qui sont plébiscitées par les parties prenantes, qui sont les cibles, le fléchage de l'épargne se fait de plus en plus vers ce genre d'entreprise. Donc clairement, c'est des entreprises qui semblent présenter une croissance plus pérenne et puis une gestion des risques également plus sûre. Voilà, même si, comme ça a été évoqué aussi, on reste spectateur et donc c'est très difficile pour nous d'avoir une vision vraiment interne des choses, quoi. C'est vrai que c'est une question qu'on pose systématiquement et on comprend tout à fait. Et on a vu l'évolution de la réponse qu'on peut apporter au fur et à mesure. Évidemment, on ne peut pas aujourd'hui accepter de perdre une partie de la performance pour des motifs d'engagement liés au développement durable ou à une forme d'éthique. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en aucun cas on doit abandonner de la performance, voire même, et effectivement c'est le constat qu'on fait tous, je pense, aujourd'hui, ça permet d'identifier des sociétés qui sont beaucoup plus résilientes, qui sont situées pour certaines sur des niches de marché d'activité qui bénéficient de moteurs réglementaires et donc qui vont avoir les reins beaucoup plus solides par rapport à la situation actuelle, qui au niveau social ont anticipé avec des accords pour certaines liées au télétravail quand c'est possible, ou une ambiance au travail qui permet aussi d'être beaucoup plus résilient dans des périodes de crise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, notamment l'année 2020. Jusqu'à présent, on voit qu'en ce qui nous concerne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de ces gestions, les fonds les plus performants sont en général plutôt des fonds qui sont ISR. Et quand on voit aujourd'hui notamment ce qui est mis en place au niveau gouvernemental et européen de plans de relance verts, évidemment, ça bénéficie aussi beaucoup à ce type de société. Oui, moi, pour reprendre ce que je disais, donc je pense qu'effectivement, on est devant plusieurs décennies, je pense, où il n'y a plus une divergence entre d'un côté un investissement moral et de l'autre côté une performance. En revanche, je pense qu'il faut bien faire la différence entre les fonds thématiques et les fonds ISR qui sont simplement basés sur l'ESG. Et c'est vrai que c'est très difficile, et particulièrement ce soir parce qu'on vous a tout mélangé, parce qu'on est finalement tous en train de vous raconter des fonds thématiques alors même qu'on discute du label ISR. Donc, pour ma part, moi, je suis complètement convaincue, après mes 25 ans de marché, que effectivement, se fonder sur les sociétés qui vont dans le sens de la transition développement durable sera facteur évident de surperformance et de façon durable. J'ai plus de doutes, honnêtement. Enfin, je pense que la prise en compte de l'ESG est un très bon et de toute façon indispensable. Elle bénéficie indéniablement de flux considérables qui vont se mettre sur cette gestion ESG. En revanche, une gestion qui a pour unique axe d'investissement les meilleures notes ESG, oui, a fait ses preuves sur les dernières années. C'est moins évident à argumenter qu'une thématique, sans doute. On ne t'entend pas, Émeric. Et voilà, je demandais s'il y avait d'autres questions avant qu'on vous libère tous sur tout ce qu'on a entendu. On a fait un bon tour complet. Je profite justement de la remarque d'Hortense sur les fonds thématiques pour peut-être rappeler une dernière fois les uns et les autres quels sont vos thèmes avant de nous quitter. Guillaume? Oui, Timis Better Life, c'est un fonds qui a trois principales thématiques, la santé, l'environnement et puis la tech au service de l'humain. Voilà, c'est ces trois thématiques, il nous semble, dans lesquelles on retrouve des entreprises qui ont un impact positif.
Et effectivement, on s'éloigne de la notion un peu best in class qui consiste à donner des notes ESG purement sur la base d'indicateurs extra-financiers qui peuvent être choisis de façon un peu arbitraire. Merci. Aurélie? Les deux exemples que j'évoquais sont effectivement plutôt orientés sur des thématiques avec MAM Transition Durable Action et MAM Transition Durable Obligation qui sont sur ces thématiques de transition écologique, environnementale et sociale. Et notamment avec aussi des solutions liées aux problématiques aussi bien de lutte contre le changement climatique, de préservation du capital naturel, des ressources naturelles. Et j'évoquais aussi MAM Human Values, qui est un fonds qui s'intéresse à la thématique sociale sur toute la chaîne de valeur, les fournisseurs, les salariés, et puis le bénéfice social et sociétal apporté par l'activité et l'offre de l'entreprise. Est-ce qu'en dehors de ces deux fonds, la démarche ISR est appliquée sur d'autres au sein de Mescar? Alors, actuellement, on a plus de 50% de nos encours qui sont gérés de façon ISR. Et quand on dit ISR, c'est qu'on a quand même un niveau de sélectivité qui est à minima de 50%. Donc, on va sortir à minima, ça va dépendre des fonds, mais à minima, chez nous, l'ISR, c'est 50% de sélectivité. Et après, on a aussi beaucoup de fonds qui sont des fonds de partage. C'est le cas aussi d'ailleurs pour Transition Durable, qui vont reverser entre 35 et 50% des frais de gestion en fonction des fonds à des associations, des fondations dont l'activité est directement en lien avec la philosophie d'investissement du fonds. C'est pour ça qu'on a un fonds, par exemple, qui est un peu plus orienté sur une thématique santé. On a des fonds qui reversent aussi à par exemple, les fonds pour les soins palliatifs. Donc, à chaque fois, on essaye d'adapter et d'identifier des critères d'évaluation des entreprises et d'investissement qui soient liés à l'esprit, à la philosophie de la structure associative qui en bénéficie. Merci, Aurélie. Et Hortense? Donc, Pluvalca Sustainable Opportunities, c'est un fonds qui donc, est un fonds de petite et moyenne capitalisation boursière européenne qui se focalise sur la recherche de sociétés qui vont apporter des solutions, donc beaucoup de sociétés innovantes sur la partie, d'une part, donc apporteurs de solutions de décarbonisation, donc toute la partie verte, et d'autre part sur la partie évolution sociale, bienfaits sociétaux, où on a effectivement un petit peu d'exposition aux thématiques santé, digitalisation également, urbanisme durable. Donc voilà, une recherche de contribution positive sur des sociétés en les prenant très en amont avant qu'elles soient un petit peu très connues et très valorisées. Merci. Olivier, donc bientôt, enfin, l'hôtellerie est un petit peu en retard, je crois, que sur ces domaines-là, mais vous êtes en réflexion tous globale pour pouvoir avancer. Oui. Oui, tout à fait. Alors, disons que c'est vrai qu'il y a une problématique économique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hôteliers aujourd'hui qui sont prêts à faire des sacrifices financiers pour essayer d'être plus responsables. Effectivement, moi, je pense que c'est, comme ce que vous venez de dire avant, que ce n'est pas le cas, puisque j'ai vraiment le sentiment que dans les années qui arrivent, les voyageurs, nos consommateurs, nos clients vont choisir les hôtels, probablement même les restaurants et leur manière de voyager en fonction de qui est responsable et qui a un label écologique ou qui fait attention à son impact. Je suis même persuadé qu'on travaille par exemple beaucoup avec des corpos, avec des entreprises américaines, des Nike, des Apple qui nous envoient énormément de voyageurs. Et je suis sûr aussi que, surtout avec l'approche des Jeux Olympiques et dans les prochaines années, ils choisiront leurs hôtels en fonction de ceux qui font attention et ceux qui ont une démarche plus responsable. Et ainsi, c'est sûr qu'il y aura un écrémage de la vieille hôtellerie, de gens qui s'en fichent complètement et qui sont des pollueurs ou qui se fichent complètement du confort, de la qualité de leurs matériaux, de la qualité des aliments dans leurs hôtels et bien sûr leur impact écologique. Donc je pense que c'est plutôt un choix d'avenir. Voilà. Et on va le faire. On va le faire encore une fois. Je suis vraiment au début, donc je vais voir quelle est la meilleure direction à avoir. Ce sera probablement par un label écologique pour chaque hôtel et probablement transformer à court terme Experimental Group en Big Corporation si c'est possible. Voilà. Merci Edith. Le mot de la fin et puis on va se quitter. On a dépassé le temps, mais un dernier mot?
Oui, oui, non, non, encore une fois, je vous remercie tous pour ces interventions très, très intéressantes. Et puis, je pense que moi, je vais accompagner mon frère dans cette démarche. Je suis tout à fait ravie qu'il la fasse et je pense que c'est une bonne chose. Et de toute façon, je crois que il faut quand même montrer l'exemple. Et donc, je pense que quand on peut le faire, c'est quand même bien de faire ce type de démarche, de le faire réellement et de le montrer en plus par le biais des labels, donc, comme tout le monde le fait ici. Voilà, du moment que c'est réel, je pense que c'est bien de le faire confirmer par un label. Voilà, et donc je vous remercie encore une fois tous de vos interventions. Merci Et à toi, tous. Émeric. Merci. Merci aux participants d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve vraisemblablement au mois de janvier avec un autre sujet qui sera vraisemblablement l'assurance vie luxembourgeoise. Merci, à très bientôt. Ça change. Merci à tous, au revoir, merci d'être venus. Merci Au revoir. Émeric, merci tout le monde. Merci Merci, beaucoup. Émeric. Au revoir.